Bonjour à tous et bienvenue dans You Talking to Me, une édition un peu spéciale aujourd'hui puisque nous n'avons pas un invité mais deux sur le plateau, plus un de nos partenaires journalistes grecs Stavros Samoulidis de Sky Radio. Alors aujourd'hui nous allons parler de politique et de défense et de sécurité dans l'Union européenne et pour en débattre j'ai à mes côtés un homme, une femme, voilà, il y a Arnaud Danjean, membre du Parti populaire européen et président de la sous-commission sécurité et défense au Parlement européen, et Maria Eleni Coppa, membre des socialistes et démocrates, et vous faites aussi partie de la même sous-commission. Bienvenue à tous. Et Stavros, bienvenue à toi aussi. Bonjour. Alors, je ne sais pas si c'est la première fois que vous êtes tous les deux sur le même plateau. Non. Non, vous avez déjà débattu sur le même sujet aussi Oui. Alors, défense européenne, donc c'est un grand mot. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'on aura une armée avec un drapeau européen ou alors voir un soldat britannique sous les ordres d'un commandant allemand? Maria Eleni Coppa? Il ne s'agit pas d'une armée européenne, de créer une armée européenne. Il s'agit vraiment de coopérer et de coordonner mieux nos efforts pour avoir cette politique de sécurité et de défense européenne. Parce que dans un monde qui change très rapidement, où les risques se multiplient d'un jour à l'autre, l'Europe doit avoir aussi un profil sécuritaire et un profil de défense. C'est important et là, l'identité européenne a un composant de sécurité, de défense aussi. Et vous, Monsieur Danjean, vous y croyez quand même? Ça arrivera peut-être un jour, une armée avec un drapeau européen Ça arrivera peut-être un jour, il faut sans doute pas l'exclure. On a certains collègues qui en rêvent beaucoup, mais vous savez, dans notre sous-commission et à l'exercice des responsabilités qui sont les nôtres, on est obligé d'être un peu plus pragmatique et un peu plus réaliste que simplement de rêver ou d'espérer une armée européenne. C'est pas vraiment le sujet du moment. Le sujet du moment, comme l'a bien dit ma collègue, c'est de savoir comment on bâtit en Europe une dimension sécuritaire qui est indispensable par rapport aux crises qui nous entourent en particulier. L'Europe n'est pas menacée en tant que telle, il n'y a pas d'invasion massive qui est redoutée comme à l'époque de la guerre froide, mais nous avons à la périphérie de l'Europe tout un tas de crises qui impactent l'Europe en matière migratoire, en matière criminelle, parfois en matière de réfugiés, de coûts de toute façon. Donc nous devons être prêts à intervenir à l'extérieur. Comme en Centrafrique, par exemple. Oui, voilà. Oui, en Centrafrique, au Mali, en Libye. Et là, ça peut se faire sur la base de coopération qui restent des coopérations volontaires des États membres. Parce que ce qu'il faut bien dire, c'est que même si nous en discutons beaucoup ici à Bruxelles, au sein des institutions européennes, la défense reste sans doute un des derniers domaines dans lequel les États membres conservent une souveraineté quasi absolue. Et alors justement, après un mois après l'accord de cette intervention en Centrafrique, les 28 se sont mis d'accord, mais est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment un exemple de défense européenne? Et c'est un exemple de défense européenne, mais vous voyez, ça prend beaucoup de temps de se mettre d'accord sur des questions simples. On a besoin de mécanismes qui vont plus vite, de pouvoir de décider d'une façon plus rapide. Et ça, on n'a pas encore. Et pendant une période de crise économique profonde en Europe, on doit avoir de l'imagination concernant la sécurité et la défense européenne. Et pourtant, on en parle beaucoup. Centrafrique, ça a été très véhiculé dans les médias, donc c'est une sorte de vitrine, on va dire, de la défense européenne aujourd'hui. Malheureusement, le cas de la République de Centrafrique est peut-être moins simple, aussi paradoxal que ça puisse paraître, que celui du Mali. Je pense qu'au Mali, il était sans doute plus facile de faire comprendre aux Européens, c'est-à-dire les opinions publiques européennes et les dirigeants européens, qu'il y avait là un intérêt commun. La lutte contre le terrorisme, un pays qui est aux portes de l'Europe finalement et qui projetait de l'instabilité dans toute une région. Là, la cause commune était sans doute plus facile à argumenter. La Centrafrique, c'est terrible à dire, mais la Centrafrique, c'est un drame humanitaire avant tout, comme il en existe beaucoup d'autres en Afrique, dans la République voisine du Congo, au Sud-Soudan, même dans le nord du Nigeria. Donc, est-ce que c'est vraiment à l'Europe d'intervenir sur la Centrafrique? On peut se poser la question. Moi, je pense que oui. Étant français, j'ai en plus envie que l'Europe vienne aider et renforcer l'action française. Et vous, Maria Eleni Coppa, vous pensez aussi que c'est à l'Europe de... Moi, je pense que c'est important parce que
En fait, quand on parle de sécurité de défense, et je suis tout à fait d'accord avec Arnaud Danjean, il n'y a pas une menace d'une armée qui va entrer en Europe. C'est en fait de stabiliser le voisinage. Et c'est là le rôle de la défense européenne. Mali, Centrafrique, tout le Sahel, même le nord de l'Afrique, sont notre voisinage. La question du terrorisme, par exemple, de l'immigration clandestine, c'est là les nouveaux risques pour la sécurité de l'Europe. Ça, là où on n'est pas encore, on n'a pas de succès, est vraiment de passer le message à nos citoyens. Parce que pour eux, maintenant, la défense, sécurité européenne est quelque chose de très lointain. On dit, on a l'OTAN, on n'a pas besoin de quelque chose d'autre. C'est pas le cas. Et il faut vraiment passer le message à l'opinion publique que maintenant les risques sont multiples, c'est différent, il faut être partout dans notre voisinage, il faut être vigilant. Un peu, la France a mené le jeu par rapport au Mali et à la Centrafrique. C'était surtout des intérêts français qui étaient mis en jeu ici, dans ces cas-là. Je ne pense pas qu'il y avait d'intérêt français particulier, même s'il y a des liens particuliers de la France avec ces pays africains, évidemment des liens historiques, culturels très forts. Les liens économiques sont assez faibles avec le Mali et la Centrafrique, qui sont des pays pauvres. Donc je ne crois pas que la France a voulu préserver des intérêts particuliers. Elle a agi, il y a deux raisons qui l'ont poussée à agir peut-être un peu seule, d'abord au départ. D'abord, il faut rappeler que la France est sans doute un des rares pays européens qui a les capacités institutionnelles et matérielles d'agir aussi vite. Oui. La décision en France d'intervenir militairement, elle se prend très vite. Le président de la République, comme je le dis souvent de façon un peu caricaturale, appuie sur un bouton seul. Il prend conseil, mais il appuie seul sur un bouton et 3 heures après, les avions décollent. Ouais. Aucun autre pays en Europe n'a un processus de décision aussi facile et aussi rapide. La deuxième raison, c'est que la France dispose de forces prépositionnées en Afrique. On a toujours des bases françaises en Afrique. Donc quand il s'agit d'intervenir au Mali, à 3000 km de Bruxelles, c'est plus facile pour la France que pour l'Italie, que pour la Finlande, que pour l'Espagne. Donc voilà les raisons pour lesquelles la France a été en avant, bien sûr, au-delà de ses liens particulier avec l'Afrique, mais elle était contente d'avoir le soutien aussi de la part des France, autres dans les deux cas, européens. a vite recherché le soutien européen. Moi, j'ai malgré tout une petite critique. Je pense que la France n'a pas suffisamment travaillé avant la crise, en amont de la crise, même s'il y a eu un phénomène d'urgence, en particulier au Mali, c'est quand même des pays dans lesquels on sait qu'un jour ou l'autre, on peut être amené à intervenir. Le Mali, on en parlait déjà depuis des mois et des mois. La Centrafrique, on en parlait aussi depuis des mois et des mois. Donc je regrette un peu que la France soit venue voir tous ses partenaires européens après l'engagement des forces pour dire, tiens, au fait, il faut venir nous aider. Je suis très heureux que les Européens répondent à cette demande française. Je trouve que la demande française a été un peu tardive et a justement laissé l'impression que la France voulait faire toute seule ces opérations, alors que c'est sans doute pas le cas et c'est pas réaliste de le faire tout seul. Alors l'exemple justement de Centrafrique, voilà, les 28 ont eu du mal à se mettre d'accord, mais il y a aussi d'autres petites missions qui existent, on n'en parle pas beaucoup, des petites missions militaires et civiles partout dans le monde, comme par exemple en Somalie, une opération maritime européenne contre la piraterie, ou encore au Kosovo, où une mission civile est menée. Alors, donc tout ça, on n'en parle pas. Donc là, mais pourtant, on voit que c'est une petite Europe qui avance à petits pas. Certains pays s'activent, ok, se mettent d'accord, pas tous. Est-ce que c'est ça? On en est juste là aujourd'hui à... Comme vous dites, on a 30 missions dont 70% sont des missions civiles, par exemple à Kosovo pour les juges ou pour au territoire palestinien pour les policiers, etc., etc. Mais Atalante, à Somalie, ça, je voulais vraiment mettre l'accent parce que là, c'est une des opérations avec le plus grand succès qu'on a mené. Et c'est important d'expliquer à travers cette opération. Pourquoi c'est un succès en fait? C'est un succès parce que la piraterie a diminué de, je sais pas, 70% pendant les mois qu'on a cette opération. Et c'est important parce que si c'était une opération de l'OTAN, et la Chine ou l'Inde ne voulaient pas participer et collaborer avec nous dans cet effort. Le fait d'avoir une opération européenne nous donne la flexibilité de trouver des partenaires qui peuvent être vraiment très instrumentale pendant une opération de telle sorte. Vous pensez pareil, oui, Monsieur je Danjean? crois que Marie-Hélène a tout à fait raison parce que un des points importants, vous savez, on met souvent en concurrence et on a beaucoup de collègues, enfin beaucoup, heureusement non pas tant que ça, mais on a certains collègues qui disent en particulier
pas besoin de développer une politique européenne de défense parce qu'il y a l'OTAN. Mais elle a tout à fait raison de rappeler que l'OTAN ne peut pas tout faire et que l'Union européenne a pour elle un avantage considérable par rapport à l'OTAN. Non seulement elle peut mener des opérations civiles, et beaucoup d'opérations de défense ou de sécurité ont un aspect civil très important, mais aussi l'Union européenne a la légitimité, elle a la reconnaissance de tous les acteurs. Ce que l'OTAN n'aura pas forcément, parce que l'OTAN, ça reste malgré tout la bannière américaine pour beaucoup de pays. Et il y a beaucoup de pays en Afrique du Nord ou même en Afrique centrale où il serait impossible à l'OTAN de se déployer. Et il y a des partenaires qui ne pourraient pas travailler avec l'OTAN, ou en tout cas dans des conditions beaucoup plus difficiles qu'ils ne le font avec l'Union européenne. Autre exemple, la Géorgie. En Géorgie, l'Union européenne est la seule organisation internationale. On ne parle même pas de l'OTAN, là, on parle de l'ONU, on parle de l'OSCE, qui sont des organisations multilatérales reconnues, évidemment, et pleinement légitimes. Eh bien, en Géorgie, du fait que la guerre était entre la Russie et la Géorgie, donc avec un des membres du Conseil de sécurité de l'ONU et de l'OSCE, eh bien, il y avait un veto russe pour des opérations de l'ONU ou de l'OSCE. Uniquement l'Europe était l'organisation internationale capable de faire la médiation entre les deux pays. Donc, vous voyez, l'aspect de légitimité politique est extrêmement important. Est-ce que ça aiderait aussi à l'intégration européenne, à l'unification européenne? Par exemple, Kissinger avait dit que le jour où il y aura un numéro du chef de la diplomatie européenne, là, je croirais vraiment à l'Europe. Est-ce que le jour où on pourra appeler un chef d'opération d'une défense unique européenne, ça serait aller vers vraiment une Europe fédérale, par exemple? Je crois que c'est un sujet un peu sensible. Pour être très franc avec vous, je ne suis pas certain que ce soit si facile que ça. C'est peut-être vrai sur le plan diplomatique, c'est moins vrai sur le plan de la défense. Je crois que sur le plan de la défense, il ne faut pas oublier que la finalité d'une politique de défense, c'est la projection d'hommes, de soldats sur le terrain, potentiellement en situation dangereuse, de combat. Et là, vous garderez malgré tout, pendant très longtemps, je pense, une sensibilité nationale extrêmement forte. Vous savez, quand les Britanniques veulent tuer l'Europe de la défense, ils disent exactement ça. Ils disent, et Cameron l'a dit au mois de décembre quand il est venu au sommet à Bruxelles, il est arrivé en disant « Je ne repartirai pas à Londres avec une armée européenne commandée par un commissaire européen ». Non seulement ce n'était pas du tout de ça dont il s'agissait, mais on voit bien comment il instrumentalisait une peur, une crainte de fédéralisation extrême de ce mouvement. Donc je serai plus prudent. Je pense en revanche que ce que vous dites est tout à fait juste sur le plan diplomatique. Je pense que sur le plan diplomatique, l'Europe aurait intérêt à parler d'une seule voix dans beaucoup plus de domaines, de beaucoup plus de crises. Ça ne veut pas dire que sur le plan de la défense, on arrivera à cette uniformité. On va revenir sur l'intérêt justement des pays européens par rapport à la défense européenne. Et justement, pour en parler, on a en ligne notre partenaire donc de la radio italienne, Radio 24, Sergio Nava. Sergio Nava, je suppose que tu nous entends. Voilà, salut. Alors, tu avais une question donc pour nos deux invités sur le plateau. Oui, j'ai une question. Si vous ne pensez pas que c'est un peu paradoxal que dans un grand pays européen comme l'Italie, il n'y a pas de vrai débat sur la défense européenne. J'étais à le Conseil européen de décembre, mais dans l'Italie, personne n'a parlé de ce sujet. Dans les médias, dans l'opinion publique, je pense que c'est un peu paradoxal. Ce n'est pas grave? Lénie Coppa, vous avez... Bien sûr que c'est grave, parce que la défense, c'est important, c'est-à-dire c'est un aspect du processus d'intégration européenne, et même pendant une période de crise économique, sociale, politique profonde, il faut en discuter. Le Conseil européen de décembre n'a pas donné des résultats très concrets. Quand même, même le fait d'avoir ce Conseil a ouvert des débats, pas partout, comme votre collègue a dit, mais dans plusieurs endroits, parmi des académiciens, des think tanks, les stakeholders et des militaires dans différents gouvernements de l'Europe. Alors, pendant 6 mois, on a débattu pour la première fois après plusieurs années les questions essentielles de la défense européenne et de sécurité. Ça, c'est important. Moi, j'aurais espéré que les conclusions, les résultats du Conseil seraient plus concrets, mais quand même, ça donne une perspective pour juin 2015 avec la nouvelle commission, le nouveau haut représentant, de formuler une feuille de route, comme on dit, et finalement arriver à une nouvelle stratégie européenne
européenne de défense dont on a, d'après moi, vraiment très très besoin. Et vous, Monsieur Danjean, par rapport à l'Italie, pourtant après le drame en plus de Lampedusa, si on peut faire un lien, c'est un petit peu invraisemblable qu'il n'en parle pas dans les médias, cette défense qui n'insiste pas sur... C'est très utile d'avoir le témoignage de votre collègue, parce que je pensais que le débat était plus vif en Italie. On a d'ailleurs un collègue italien qui, jusqu'à ces derniers jours, était ministre de la Défense, Mario Mauro, qui a siégé au Parlement européen, qui est un Européen convaincu. Je pensais que ça pouvait aider peut-être à la progression de cette idée. J'imagine fort bien qu'en Italie, comme dans d'autres pays, et Maria Leni l'a signalé, la crise économique a un double effet, si vous voulez. C'est d'abord, on parle peu des questions de défense, priorité à d'autres thèmes, et puis il y a peu d'argent pour la défense aussi. En tout cas, il y a de moins en moins d'argent pour la défense. Moi, on m'a relaté des difficultés rencontrées notamment par la marine italienne pour participer à un certain nombre d'opérations, dont Atalanta. Ouais. J'imagine fort bien que ça soit pas... Mais c'est une vraie préoccupation. Par rapport à ce budget, justement, les États-Unis viennent de dire, ils se moquent un petit peu de l'Europe en disant, l'Europe, de toute façon, elle n'a pas assez de budget pour se défendre... Dans l'absolu, si. Dans l'absolu, on aurait assez de budget. Quand on dit dans l'absolu, c'est-à-dire si on prend les budgets, si on consolide les 28 budgets de défense des 28 pays européens, on arrive à plus de 200 milliards d'euros et ça reste à l'échelle mondiale le deuxième budget de défense. Alors effectivement, loin derrière celui des États-Unis, mais ça a toujours été le cas. Et avec 200 milliards d'euros de budget commun, 1 800 000 hommes sous l'uniforme, l'Europe est virtuellement une puissance qui compte. Mais ça reste tout à fait virtuel. Donc sans l'aide des États-Unis, l'Europe est capable aujourd'hui de se défendre à elle seule ? C'est pas ça le problème. Si on parle des relations entre l'OTAN et l'Union européenne, ce qu'on cherche est la complémentarité en gardant l'autonomie décisionnelle de chacun des organisations. Nous ne sommes pas maintenant dans un débat idéologique ou dogmatique. Nous voulons plus l'OTAN. Non, il faut coopérer. À vrai dire, les 28 membres de l'Union européenne sont membres de l'OTAN. Alors, en fait, il s'agit des mêmes pays. Alors, ça donne plus de puissance à l'Europe d'utiliser l'instrument qui est le plus adapté pour chaque situation. Alors, pour nous, c'est une possibilité de plus de pouvoir être plus efficace quand on a besoin. Est-ce que ça avantagerait encore plus un pays comme la Grèce, qui est dans une crise financière sans fin en ce moment, et qui dépense quand même beaucoup en question de défense? Ça serait dans l'avantage un pays comme la Grèce, par exemple. Bien sûr, la Grèce, comme vous savez bien, a diminué le budget, qui était exorbitant, mais même maintenant, ça reste assez haut si on compare aux moyennes européennes. Oui. Mais pour des petits pays comme la Grèce, il y a tout l'avantage de participer aux formes les plus... le plus consolidé au niveau de la défense européenne. Une Europe de la défense est vraiment très, très important pour les petits pays. Mais a-t-on un plan aujourd'hui face à une menace extérieure éventuelle ? Est-ce qu'on a un plan pour se défendre ? Alors, la défense collective du territoire européen, elle incombe toujours à l'OTAN. C'est la première raison d'être de l'OTAN. L'OTAN, depuis, a fait des opérations comme en Afghanistan ou ailleurs, mais la première mission de l'OTAN, c'est le fameux article 5, c'est la défense collective du continent européen. Et ça, la plupart des membres de l'OTAN sont aussi membres de l'Union européenne et tiennent beaucoup à cette primauté, si vous voulez, de l'OTAN pour la défense collective. C'est d'ailleurs réaffirmé dans le traité de Lisbonne, l'article 42, je crois, qui rappelle que la pierre angulaire de la défense collective, c'est l'OTAN. Donc le sujet n'est pas vraiment celui-ci. Le sujet, c'est de savoir si les Européens, avant même d'assurer leur propre sécurité sur leur propre sol, sont capables de se projeter, de faire face à des crises dans leur environnement. C'est ça la mission qui est confiée à l'Union européenne en matière de politique de défense. Et la réponse, malheureusement, n'est pas satisfaisante. Et je reviens sur ce que disait Madame Coppa, elle a tout à fait raison. On a des outils, on a même un traité, le traité de Lisbonne, qui nous donne beaucoup de possibilités. On a un manque de volonté politique et on a des problèmes de lourdeur dans la prise de décision. Tous ces phénomènes font qu'aujourd'hui, l'Europe rate beaucoup de rendez-vous où elle devrait être. La Libye, le Mali, la Centrafrique. On a toujours cette impression désagréable que l'Europe arrive... Alors l'expression française dit bien ce qu'elle veut dire, même si elle est un peu trop guerrière, mais l'Europe arrive après la bataille. Et ça, c'est un peu décourageant. Donc on a les outils, mais on n'arrive pas à les gérer, à les organiser tous ensemble, à 28. Ouais.
Tout à fait, parce qu'on a un traité qui nous donne toutes les possibilités pour pouvoir aller de l'avant en matière de sécurité et de la défense. Le traité de Lisbonne est là, mais on n'utilise pas tout le potentiel qui est dans le traité. La coopération permanente structurée, par exemple, on l'utilise uniquement dans l'industrie. Ou l'article 44 qui dit que 2 ou 3 pays, ils peuvent décider sur une opération et aller à l'Union et demander que l'Union couvre cette opération comme une mission, une opération européenne. Par exemple, la Libye est un cas manqué d'après moi, c'est-à-dire la France et l'Angleterre sont entrés dans cette opération. Ils pouvaient demander que cette opération devienne une opération européenne. Alors, pas changement de traité, mais utilisation, pleine utilisation de tous les outils qui sont là-dedans. Alors, on va bientôt terminer ce débat. Et pour tous les jeunes, justement, qui nous écoutent, qui nous regardent et qui ont envie de s'engager dans l'armée, dans cette armée, c'est peut-être cette armée future européenne, on l'appellera peut-être armée européenne, est-ce qu'ils peuvent déjà envisager une carrière au niveau européen? Vous, Monsieur Danjean, c'est une bonne question parce que il n'y a pas d'armée européenne et je vous ai dit le scepticisme qui était le mien par rapport à la création de cet outil intégré qui peut arriver dans quelques décennies peut-être, mais en tout cas toutes les armées nationales des pays européens d'abord recrutent parce que la pyramide des âges est un peu particulière au niveau du métier militaire, donc les armées recrutent et les armées coopèrent entre elles, travaillent de plus en plus en commun de toute façon. Donc même si elles sont pas intégrées dans une seule armée européenne, il y a beaucoup de coopérations qui se font et je trouve qu'il y a beaucoup d'opérations enrichissantes pour ces militaires. Un jeune militaire français aujourd'hui est amené à évoluer avec ses collègues européens de plus en plus souvent, que ce soit en Afghanistan où il l'a été, là dans les opérations africaines et même dans les états-majors de l'OTAN ou les états-majors de l'Union européenne. On a quelques structures à Bruxelles et on a besoin à Bruxelles de militaires qui connaissent la mécanique européenne. Et je peux vous assurer que quand on rencontre sur le terrain, nous sommes allés faire plusieurs missions ensemble, ou à Bruxelles dans les structures qui travaillent, des petites structures de l'Union européenne, quand on rencontre des militaires français, allemands, grecs, qui ont cette expérience-là, généralement, ils l'ont trouvée extrêmement intéressante et ils deviennent eux-mêmes des convaincus. Donc oui, il faut qu'il y ait des jeunes qui s'engagent et oui, ces jeunes-là doivent avoir en tête un horizon européen. Voilà. Maria Eleni Coppa, j'ai envie de vous demander si vous n'avez pas été eurodéputée européenne, députée européenne, qu'est-ce que vous auriez fait? Moi, je suis professeure de relations internationales. Alors, je travaille sur ces sujets depuis très, très longtemps. Et je suis convaincue qu'il faut avancer de l'avant en ces matières, sécurité et défense aussi. Et vous, Monsieur Danjean, dernier mot sur la défense européenne, sur votre carrière, justement, si maintenant vous n'avez pas été député européen. Moi, j'étais fonctionnaire en France. J'étais fonctionnaire du ministère de la Défense. Je travaillais dans ces domaines-là, plus exactement le domaine du renseignement. Ensuite, j'ai travaillé au ministère des Affaires étrangères, donc dans un autre versant que celui de Marie-Hélène, mais j'étais également dans ce domaine des relations internationales. Et finalement, le métier de député européen est un prolongement. Et si je peux me permettre, je trouve qu'avoir le type de profil comme nous avons aujourd'hui sur ce plateau, il y a beaucoup de nos collègues l'ont également en commission Affaires étrangères et sous-commission Défense, et ça donne, je crois, beaucoup de crédibilité aux travaux que nous menons parce que nous avons beaucoup de professionnels de ces métiers et des relations internationales, ce qui n'est pas forcément le cas dans les parlements nationaux. Et voilà, on restera sur ces derniers mots. Merci Stavros d'avoir posé vos questions. Et merci à nos deux invités d'avoir participé à ce débat. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine à Strasbourg.